Et bonjour, hein, bienvenue à notre live. Nessie et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre deuxième live. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qui a fondamentalement changé notre posture managériale dans notre mission. Ce sont les relations sociales et le pouvoir de dire stop. Alors, Oui, pour celles et ceux qui n'ont pas vu notre premier live, on a mis le lien du replay dans le chat, dans les commentaires. Vous pouvez le retrouver. Vous atterrirez tout de suite sur notre site O2 Consulting où on met tous nos lives. Et en termes d'organisation, ben, on va échanger sur la thématique. Et puis à la fin, il y aura un temps pour vous, à la fin de notre échange, pour vous partager vos ressentis, vos remarques, vos éventuelles questions. Euh, voilà, donc je tiens euh, à vous accueillir personnellement. Donc, bienvenue York et bienvenue Anne-Lise. Et donc, moi, c'est Fred. Ça fait 25 ans que je travaille dans le management. J'ai travaillé pendant 25 ans chez Decathlon sur des postes à responsabilité managériale. Et pendant plus de 10 ans, j'ai l'idée avec DRH et Nessie le projet des relations sociales au sein de Decathlon. Ah, pardon, c'est c'est François. François. Bonjour Bonjour François, François. pardon. Euh, et donc, voilà, l'objectif, c'est de vous transmettre, de vous partager ce qu'on fait et comment on travaille. Et donc, voilà, moi, j'ai 50 ans et ben, vous me connaissez, donc je ne vais pas en dire plus. Donc, et je suis avec Nessie. Donc, Nessie, je te laisse te présenter. Oui, bon, moi c'est Nessie. Bienvenue tout le monde. Je suis contente que vous soyez là. Pour ma part, je ne sais pas si tu as dit ton âge, Fred, mais en tout cas, ça se J'ai dirait pas pas. Moi, osé. moi, J'ai j'ai pas presque osé. 47 ans. Et puis, ça fait 18 ans que j'accompagne les entreprises dans les relations sociales et dans le leadership. Et là, ça va faire 8 ans et demi que j'ai ma boîte à moi. Et on vient de construire O2 Consulting. Je suis cofondatrice avec Fred. Ça va être 6 mois, donc on va avoir une petite fête dans quelques temps. Oui. Et voilà. Je pense que ça sera assez. Tout à fait. Ben, merci, merci Nessie. Et donc avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est ce fameux stop, peut-être, est-ce que tu peux décrire ce à quoi ressemblait ton quotidien dans ton rôle de juriste social? Parce que tu as commencé en tant que Ouais, ce juriste fameux titre. social interne. Et donc voilà, c'est intéressant que tu partages ton quotidien. Voilà. Ben, ok. Donc oui, c'est vrai que j'ai commencé avec la fonction de juriste social interne. Ça a changé. Après, c'était accompagnatrice. Mais donc, au début, ou en tout cas, ça a fait quand même quelques années, je me sentais un peu comme le pompier de l'entreprise qui était tout le temps contacté par mail, par téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'il y avait menace de grève, s'il y avait un conflit avec les délégués, s'il y avait des problèmes avec des collaborateurs un peu sensibles, tendus, où il y avait un délégué qui accompagnait, etc., etc. Genre, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Etc., etc. Donc, j'avais un peu l'impression que j'ai décidé à la place des autres, des responsables, des managers, même la direction. Et en plus, ça leur décrédibilisait un peu parce qu'en fait, s'ils n'étaient pas vraiment d'accord avec mon conseil, mais qu'ils sentaient que j'étais fort convaincue que c'était ça, il disait oui, mais en fait, c'est la juriste qui a dit que. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait les syndicats, alors qu'ils venaient vers moi aussi. Je passais des heures avec les syndicalistes, même dans les bureaux des permanents. C'est pas gai, je vous jure.
Dans les réunions du CE, quand il y avait des choses qui n'étaient pas très bien réglées sur le terrain, ben, ça revenait. On passait des heures et des heures sur des cas individuels, qui n'est pas le but d'un conseil d'entreprise. Et donc, voilà, je me retrouvais dans un job où il y avait personne, en fait, qui était jaloux. J'étais fort, fort consultée, donc peut-être pour mon ego, je pourrais me sentir importante. Mais en gros, moi, je portais un peu la responsabilité et c'était pas gay du tout. C'était en vrai, à vrai dire, c'était très bien payé, mais c'était un job de merde. Voilà. Je m'amusais pas. Et puis, quand je croisais quelqu'un dans l'entreprise, c'était, qui me connaissait pas encore, qui demandait, ah, qu'est-ce que tu fais? C'était, ah oui, ou, et en plus, à un moment donné, on était tellement populaire, ou ma fonction était tellement populaire, qu'on se retrouvait à deux dans les réunions des organes de concertation, c'est-à-dire CPPT-CE, où là, la délégation des représentants du personnel, donc les syndicats, ils étaient 11, 12, 13 même. Et nous, on était deux, parce qu'il n'y avait personne, en fait, qui avait envie de passer leur temps dans ces réunions qui duraient presque toute une journée. Donc ça, c'était mon quotidien avant de dire stop. Et puis voilà, je suis curieuse, Fred, ben, si pour toi il y a eu un événement ou un moment spécial qui en fait t'a fait dire stop. Comment ça s'est passé chez toi? Alors, ben, comment ça s'est passé? Ben, moi, je vous ai rejoint un cours de route, hein. Vous étiez deux, puis on s'est retrouvés à trois. Pour Euh, 3000 collaborateurs. pour 3000 collaborateurs. Mhm, Donc, je me souviens de ces premières réunions. Et je dirais pour moi, le déclic, mhm, ça a été une somme d'irritants qui sont accumulés tout au long de ces réunions. Donc, tu as parlé des réunions qui étaient longues, tu as parlé de plein de choses. Moi, ce qui me marquait, c'était vraiment le manque de respect, le manque de mhm. valeur. Et puis, à l'époque, on avait aussi les permanents externes qu'on avait invités à nos réunions Bah, et qui invité, étaient là. t'es pas vraiment Voilà. invité avec. Alors moi, je pensais qu'ils avaient été invités, puis j'ai compris qu'ils n'étaient Oui. pas vraiment. Et donc, tout ça s'est accumulé. Et pour moi, l'apothéose, ça a été une fameuse réunion CE où voilà, on traitait, ça faisait un petit temps qu'on traitait un sujet et on n'était pas d'accord. Et puis, c'est parti en cacahuète. Et Mhm. donc, on a commencé à se faire siffler, on a commencé à se faire insulter. Ça a été très, très, très violent. Mhm. Et voilà, nous, on était vraiment rentrés dans une lutte de pouvoir avec les permanents en disant, ben voilà, c'est nous qui avons raison, c'est vous qui avez tort, et inversement. Et ça n'avait plus rien à voir avec une mission d'un CE ou avec la mission et les valeurs fondamentales de notre entreprise. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, je me rappelle bien, on était un peu abasourdis, on s'est dit, ben, soit on recrute des gens et on est 10 et 11 aussi, Ou 20. ou 20, ou soit euh, on fait quelque chose de différent à 3. Et heureusement pour nous, on a choisi la deuxième solution. Oui. Et le stop, c'était dit, ben voilà, on n'accepte plus l'inacceptable dans les comportements et dans la manière de dire et d'assumer sa responsabilité. Et notre première décision, ça a été de remettre la responsabilité au cœur des débats. Oui. Car ben, voilà, on s'est dit aujourd'hui, la réussite d'un dialogue, c'est bien une co-responsabilité, aussi bien de la part de la délégation patronale que de la délégation du personnel. Donc le stop, ça a été, tout premier stop, c'était voilà, plus de permanents externes lors de nos réunions, ce n'était pas une Mhm. obligation, et on va se concentrer sur nos délégués internes et sur la responsabilisation des délégués internes et sur leur rôle et devoir en tant qu'acteurs du dialogue social en interne. Donc je pense que ça a été une vraie bonne décision. Alors Oui. ça a été violent au début, hein, ça s'est pas fait sans heurts. On a eu Mhm. quelques actions de grève à des périodes de commerce importantes. Je me rappelle des fermetures, des blocages d'entrepôts, des demandes incessantes de conciliation. Mais je pense que notre force, ça a été de garder le sens et la vision vraiment moyen-long terme
pour ne pas céder au chantage direct et bien rester sur le pourquoi on le faisait. Euh, mhm, et aussi, je pense qu'il a été notre force à l'époque, c'est que on avait vraiment le soutien et la confiance de notre DG et de nos pairs. Et ça, je pense que, en tout cas pour moi personnellement, ça a été une vraie source de relâchement qui m'a permis d'oser de faire des choses, de faire des erreurs. Ça n'a pas été facile de tout repos, hein, je dois l'avouer, mais quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, waouh, que ça a été un un vrai stop gagnant. Et c'est aussi une période où moi personnellement, j'ai beaucoup appris et à vitesse vraiment VV prime notamment sur le sens de, ben, tiens, comment on garde, même au sein des organes de concertation, le projet collectif au centre, comment on fixe un cadre clair dès le début, comment on manage avec exigence bienveillante à chaque instant, et mhm. surtout comment on responsabilise pour, pour que tout le monde fasse sa part du travail. Donc voilà, pour moi, ça m'a vraiment aidé dans tous les autres projets que je menais à côté parce que je ne faisais pas que les relations sociales, j'étais pas à temps plein, j'étais, on va dire, en tiers-temps sur cette mission parce Ouais. que j'étais aussi directeur de magasin à l'époque. Et donc voilà, ça n'a pas été facile au début, mais voilà, il a fallu le courage de le faire. Je ne sais pas pour toi, Nessie, comment ça s'est passé, ce stop, si ça a été difficile de poser tes limites, de changer les choses. Je pense que c'est intéressant qu'on t'ait pu. Euh, Bah, moi, je me rappelle aussi de cette fameuse réunion, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord là. Mais en fait, personnellement, il y a eu plusieurs moments où ça commençait, tu vois, il y avait une accumulation, mais à un moment donné, Euh, je me rappelle, moi, en tant que juriste, ce qu'on attendait de moi, c'était que je fasse les comptes rendus, les fameux comptes rendus Hmm, dans le conseil d'entreprise, pour les réunions. je Et m'en rappelle puis, bien. ouais, et puis, ça me faisait pas trop plaisir, mais consciencieusement, je faisais qu'on attendait de moi. Puis, je me mettais avec le secrétaire en contact pour bien vérifier si tout était repris, etc. Je passais des heures avec ces messieurs. Mais ça devenait vraiment un problème ou un point de conflit, les comptes rendus. Qu'est-ce qui se passait? Ben, on faisait tout le boulot, puis on arrivait dans le conseil, puis premier point, approbation du compte rendu, et puis, allons, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Ah ben, parce que on n'est pas d'accord. Il y avait pas vraiment, c'était vraiment pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout, en fait. C'était très, très vague, très grand. Et puis, ça nous mettait en problème parce qu'on n'avait plus de compte rendu approuvé. Et en plus, les syndicats, comme ils sont très intelligents, ils avaient contacté l'inspection sociale pour dire, ah ben oui, là, il y a un problème, il n'y a plus de compte rendu pour l'entreprise. C'était une pression énorme pour nous parce que l'inspecteur venait venait à deux dans les réunions. Et puis, il y a à un moment donné, moi, j'ai fait le déclic, hein, heureusement, en étant juriste, je me suis rendu compte, oui, attends un peu, le compte rendu, c'est fait par le secrétaire. Le secrétaire, c'est quelqu'un qui est désigné par le syndicat. Donc, pourquoi est-ce que moi, je mets tellement d'efforts ou tellement, et on met tellement de débats et de discussions dans quelque chose qui n'est pas ma responsabilité, tu vois? Et puis, on a laissé cette responsabilité chez le secrétaire qui était pas d'accord avec ses propres comptes rendus. C'est très marrant mais dans le moment, c'était vraiment très frustrant. Et puis voilà, là, j'ai compris en fait que chaque forme de conflit, parce que c'est un peu le but, qu'il y ait un conflit, qu'on peut passer des heures et une journée là-dessus, mais si on enlève le conflit, si on ne rentre pas là-dedans, et si on est très correct sur qui est responsable, ça nous libère. Ça Et, nous libère énormément de temps. Oui.
et qu'est-ce que ça a changé concrètement pour Ben, toi, concrètement, ce que ça a changé, ben déjà, j'avais plus de temps pour investir en moi, au lieu de être avec plein de personnes et me retrouver dans des discussions éternelles, pour aller me développer personnellement. En plus, ça a fait un déclic, parce que ça demande un peu d'audace de dire non, là, ça s'arrête ici. Ça m'a permis aussi de remettre en question, de poser des questions. S'ils viennent avec un problème, ben, OK, concrètement, tu parles de quoi? Des cas individuels, on ne les traite pas ici, c'est un organe collectif. On a commencé à mettre des moments de silence, des moments où, si ça venait tendu, on a pris une pause ou on a fait des suspensions pour... pour que, en fait, ça devienne des moments où on puisse être en toute sérénité, bien aligné, et aussi ben, qu'on ne se consacre pas des temps dans un conflit et dans des débats ben, presque stériles à des c'est... moments. Donc et ça a libéré du temps aussi, parce que ça fonctionnait euh, pour pouvoir transmettre ça à tous ceux, parce on a les organes de concertation, mais puis on a sur le terrain, on est toujours hein, avec des délégués qui sont des collaborateurs. Et donc, pour accompagner les responsables sur le terrain pour qu'ils puissent prendre leurs décisions qui leur convenaient, bien alignées, pour qu'ils prennent soin de eux. Et ça nous a permis aussi, ou en tout cas pour moi, ce qui est super important, c'est qu'on a commencé à mettre du temps au lieu d'avoir une réunion de 5 heures. Ben, à la fin, je pense qu'on était, je n'ose presque pas le dire, mais on avait des réunions de 15 minutes s'il n'y avait pas des sujets importants. Mais ce qu'on faisait, c'était on se réunissait avant qu'on avait un rendez-vous avec un inspecteur, avant qu'on a un conseil, avant qu'on a une discussion, peut-être hein, qu'on accompagne quelqu'un dans une discussion avec un délégué. Et on se livrait aussi. Pas justement dans ce qui est le travail, mais aussi, ben, comme on est une personne, on a des choses à la maison parfois aussi. Et on pouvait vraiment ventiler ça, s'accompagner, se comprendre, se voir. Et ça, pour moi, ça, on est expert et on doit être pro, mais on peut jamais oublier qu'on est une personne et allez, qu'on puisse être une personne Accompagnement. complète, ouais, qu'on puisse Mhm. être une personne humaine plutôt juste tu fais ton boulot, etc. Ça m'a aidé fortement aussi et tu peux te connecter aussi à la personne et ça permet aussi que si tu accompagnes des autres personnes, que tu les vends en personne et pas juste ça c'est ton job et voilà pour le reste tu fais juste ça et tu as un checklist et tu réfléchis pas pour toi-même. C'était pas ça le but. Donc ouais voilà, je dois dire merci aux syndicats qui m'ont poussé à dire non. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai, moi je te rejoins si je peux juste témoigner, c'est que moi ça m'a cette efficacité, cette manière de fonctionner qui est devenue de plus en plus efficace, ça m'a libéré vraiment du temps dans mon agenda pour consacrer du temps à me développer et accompagner Mhm, les autres. Et donc, moi, je dirais la plus grosse création de valeur, c'est que mon énergie, je l'ai mise à accompagner d'autres leaders sur le management responsabilisant et sur mhm, la gestion de conflits. Et donc, mhm, pour moi, ça m'a fait grandir. Donc, mhm. je peux aussi dire merci. Merci au syndicat. Euh, et en Et puis, fait, oui, finalement, c'était devenu pour moi ces moments de CE, de CPPT, les moments qu'on passait ensemble, les moments qu'on a aussi consacrés à travailler la vision, c'était aussi des moments de, d'apprentissage, de prise de soin. Et ça a tout changé dans la manière de mener les relations sociales au sein de l'entreprise. oui, tout à fait. Et puis voilà, le fait d'avoir dit stop, concrètement, qu'est-ce que ça a, ouais, qu'est-ce que tu as construit avec ça? Parce que bon, il y avait beaucoup pour toi aussi, il y avait beaucoup de valeur pour toi, mais est-ce que ça a créé quelque chose aussi ben, pour l'entreprise, hors juste le temps qui était libéré? Tout à fait, oui, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut invisibles, mais aussi beaucoup de choses très visibles, comme
pour moi, la plus grosse création de valeur, ça a été l'agilité du projet d'entreprise. Voilà, je me rappelle un cas très concret qui était la crise Covid, euh, Mhm, où ben, quand on regardait un peu nos concurrents, enfin en tout cas les personnes dans le même secteur, mhm, on était vachement plus agile parce que ça nous permettait d'entreprendre des choses au service de nos clients, de nos collaborateurs alors que bah, d'autres entreprises étaient vraiment engluées dans euh, des papiers, des CCT qui les avaient vraiment contraints à ne plus bouger. Et mhm. je pense que nous, ça nous a permis de permettre à nos collaborateurs de prendre des initiatives au sein de leurs clients, mais aussi à des collaborateurs d'aller, pour ceux qui le souhaitaient, aller travailler dans d'autres enseignes, aller renforcer la grande distribution qui est en grand besoin. Donc je trouve que c'était vraiment, voilà, ça, si on veut un exemple concret, c'était vraiment très performant pour l'entreprise qui a continué à avancer. Des prises d'initiative en magasin, euh, euh, voilà, une réorganisation, une facilité à se réorganiser face à l'imprévu. Donc voilà, moi je pense que la plus grosse valeur, elle est surtout à l'agilité. Et puis je voyais aussi certains magasins, dont un particulier que j'accompagnais, qui a aussi, euh, moi, je me rappelle au tout début, il y a pas mal de choses qui passaient par les délégués internes ou qui avaient le pouvoir. Et puis quand on a inversé la tendance et qu'on a mis la responsabilité au milieu, ben voilà, comme par hasard, les indicateurs de bien-être au travail ont fortement augmenté et le résultat final aussi, qui pour certains magasins ont, ont doublé. Donc voilà, je trouve que c'est une vraie plus-value, c'est une vraie manière de voir les choses différemment. Oui, en fait, ce que je retiens moi, en fait, c'était, ben, on se rappelle tout, hein, la période de Covid, c'était une période pleine de peur, en fait. Et justement, là-dessus, ben, les syndicats sont, ouais, sont très dessus, je trouve. Et puis, ce qui n'était pas le cas dans l'entreprise dans laquelle on travaillait parce qu'on avait dit stop à la peur. Un stop, on a mis les limites et ça a libéré l'initiative et la responsabilité de chacun. Et moi, je trouve que c'est super beau, en fait, qu'il y a eu des collaborateurs qui avaient pris l'initiative et qui pouvaient effectivement aller travailler dans des supermarchés où il y avait plein de collaborateurs qui venaient pas parce qu'ils avaient peur ou soit parce que c'était bloqué par les syndicats, etc. Et donc, ça, honnêtement, je suis très fière de nos collaborateurs, allez, plus nos collaborateurs, mais à l'époque, euh, qu'ils ont pouvoir montrer cette humanité aussi. C'est vraiment Mm. ça. Si on parle des relations humaines au lieu de social, c'est vraiment ça, je pense. Allez, Et oui. tu as mis le doigt pour moi sur un sujet, la peur, elle est apprendre à dire stop à la peur, aussi bien du côté patronal que Oui, du côté, parce que aussi un dirigeant qui a peur, ben, il est paralysé, il ne fait plus rien, il non, n'avance c'est ça. plus et le projet stagne. Et donc je pense que apprendre à dire stop à une peur présente, je trouve que c'est un vrai talent. C'est Exactement. une vraie plus-value pour un projet. C'est ça. Écoute, je regarde l'heure, Oui. je vois qu'on avance. Euh, tu me dirais, tiens, en termes de conclusion, Nessie, si tu avais, euh, si quelqu'un qui nous regarde et qui visionne cette vidéo Mhm. se sent au bord du craquage ou qui n'ose pas encore dire stop à sa peur ou à ses peurs, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel premier pas tu l'inviterais à faire? Bah, c'est pas pour jouer la commerçante là, mais je dirais appelle-nous franchement parce on a de l'expérience là-dessus. On connaît très bien quelles sont les peurs. On a de l'expérience dans l'accompagnement. Et surtout, je dirais, ne reste pas seul avec ça parce que c'est ça, cette solitude, cette je dois tout Mm. savoir, j'ose pas poser des questions qui va faire, qui bloque en fait. Donc, et en plus, on adore faire ça parce que
Je pense sortir de la peur, c'est vraiment un cadeau énorme pour chaque entreprise et pour chaque personne. Donc voilà, ce serait ça mon conseil. Bon, bah écoute, le message est passé, je pense. Merci pour ce petit partage. Moi, j'aimerais aussi en profiter. On arrive tout doucement à la fin de ce live. Et j'aimerais aussi remercier Jorg et François pour leur venue. Oui, Et voilà, comme on l'avait dit au début, est-ce que vous avez éventuellement des questions, des remarques, euh, un cadeau à nous faire sous forme de feedback? Suite à ce que vous avez pu entendre et à, à ce que vous avez assisté. Ben voilà, le moment est là pour vous. N'hésitez pas je vais voir si on n'a pas des questions sur sur le chat. LinkedIn, mais sur LinkedIn, non, on n'a rien non plus. Et ici sur le chat, pas de questions. Ok, Ok, ben, apparemment très on a bien. été très clair, hein. Parfait, super. Euh, mais voilà, peut-être, on a peut-être deux petits derniers cadeaux pour vous. Peut-être Mhm. un teasing, Nessie, je te laisse teaser. Ben oui, c'est-à-dire notre troisième live qui va avoir lieu le 9 juillet avec un sujet, j'adore déjà le titre, c'est nos plus grosses boulettes. Déjà, je ne comprends pas pourquoi boulette, c'est féminin, mais bon. Mais c'est un super titre. En tout cas, j'ai hâte de partager ben, toutes les boulettes qu'on a fait. On n'a pas d'honte, hein, Fred. Mais Non, aussi les boulettes qu'on a vues chez les autres. Est-ce que c'est correct? Parce que je pense que je voilà, même chez les syndicats, etc. Donc, voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous le 9 juillet. oui, et on a aussi un, deuxième annonce à vous faire, c'est que voilà, on va organiser un concours qui va partir cet après-midi. Oui, Donc soyez vigilants sur notre page LinkedIn où vous allez avoir la possibilité en participant à ce concours, de pouvoir remporter un- un accompagnement, une rencontre, un atelier avec nous pour oui, vous, votre entreprise. Donc voilà, ça va arriver dans les prochaines heures, je dirais, cet après-midi, le oui, post c'est ça. LinkedIn partira. Voilà, c'est Et vraiment super chouette hein, parce que c'est vraiment 2 heures en exclusivité avec nous deux. Ça s'appelle Ask Away, donc le sujet, le thème, on va voir avec le gagnant. Et c'est pour une valeur, ben oui, accrochez-vous, de 1 500 € hors TVA. Voilà, donc n'hésitez pas de voilà. partager avec des autres qui pourront être intéressés aussi. Oui, ouais, et si dans votre réseau, vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées par les services, par nos services, par le service de consulting, mais n'hésitez pas à les renvoyer vers nous, n'hésitez pas à les renvoyer vers notre site internet o2consulting.be et on se fera un plaisir de les écouter et de les rencontrer. C'est ça, exactement. Ben voilà. Voilà, on arrive à la fin, il est 13 heures. Écoute, au Oui, niveau timing, ouais, c'est c'est pas mal. parfait. Voilà. Ouais. Et il nous reste à vous remercier et à vous donner rendez-vous. Donc, du coup, tu nous rappelles la date de notre prochain live, Le 9 juillet, voilà, à c'est midi un et demi mercredi, plutôt. c'est un C'est un mercredi, donc mercredi. ouais, donc on fait un peu Voilà. différemment. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi et une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir, ciao, ciao. Salut!